Bon, j'ai fondé tout mon travail de chercheuse depuis quand même un certain nombre d'années sur le fait qu'il n'y avait pas d'objet philosophique, que cette question, la question femme, sexe, genre, on dirait aujourd'hui, différence des sexes, dualité sexuelle, etc., n'était pas un objet philosophique. Donc c'est mon premier souci épistémologique, théorique, d'appétence, c'est mon étonnement philosophique. Arrive au milieu de cela la question évidemment qui est celle de penser la différence. Si on la pense par rapport à l'égalité, on va essayer d'annuler les différences. Et puis, évidemment, le sport intervient comme l'énigme par excellence. C'est-à-dire, on voit bien que puisque la différence des corps est dans la question du sport, même si aujourd'hui cette différence des corps peut être discutée comme elle ne l'a jamais été, en tout cas, on voit bien que la différence des sexes est une évidence face à la pratique sportive, qu'elle soit scolaire, professionnelle, de loisirs, etc. Donc à partir de là, ça redouble mon interrogation philosophique sur comment on produit de l'égalité avec de la différence. Quand on est dans l'apprentissage des mathématiques ou de la philosophie, on pourrait imaginer que ça ne pose pas de problème. Gardons quand même un petit conditionnel. Mais quand on est sur la question du corps, alors là, on est face à une réalité empirique qu'il faut traiter comme telle, et on s'aperçoit, donc c'est une énigme philosophique. Mais on l'a pour le sport, mais je le compare souvent à la question de l'armée ou des pompiers. On fait comment pour recruter à égalité des femmes pompiers et des hommes pompiers? Donc on doit faire des équivalences d'épreuves, on doit faire les mêmes épreuves, on doit faire des épreuves spécifiques, ça s'appelle comment? Donc du coup, c'est un champ que j'ai trouvé intéressant, et quand j'ai rencontré une inspectrice, en l'occurrence Annick Davis, qui était en train de réécrire avec Catherine Louveau sur cette question-là dans les années 90, elles sont venues vers moi pour qu'on discute entre cet objet difficile en philosophie qui est la question des sexes et leur question de spécialistes de la question sportive et femmes ou de la pratique d'une inspectrice qui doit aider à la mixité, aider à l'égalité, ce qui n'est pas la même chose, mixité-égalité, et qui a vraiment des questions énormes qu'elle rencontre. Et de fait, je crois que il faut vraiment interviewer les professeurs d'éducation physique et sportive. Ils sont très savants comme philosophes. Ce sont des grands philosophes de la question de la différence des sexes. Autant le vote, c'est comme les mathématiques et la philosophie tout à l'heure, c'est effectivement l'égalité de l'esprit. Autant le sport, c'est comment conquérir l'égalité du corps. Et là, donc, on tombe sur la question de la normalisation de ce corps féminin qui devrait séduire, rester beau, etc., etc. Et aussi, tout simplement, ce qui s'appelle la liberté. Est-ce que je peux courir le soir dans la forêt? J'ai pas la réponse, hein, compte tenu de ce que je viens d'associer, c'est-à-dire que la question du corps, c'est la question de la liberté. L'école, c'est le lieu du désir de savoir, mais c'est le temps où va s'apprendre le désir de l'autre. Et j'ai toujours l'idée que ces deux désirs se croisent, à partir, disons, peut-être à l'école primaire, il ne faut pas que je dise trop de bêtises, mais en tout cas sûrement au collège et au lycée. Donc comment tous ces êtres humains, filles et garçons, croisent le double désir d'apprendre et le désir de l'autre. Que fait-on avec ce double désir? Et comment est-il accompagné, ce double désir? Ou au contraire, comment est-il inabordable, aussi bien pour les parents que pour les enseignants, vers les enfants? Et quand je disais tout à l'heure que les professeurs d'EPS sont les grands philosophes de la différence des sexes dans l'école, je crois que, à l'inverse, comme on a créé l'école républicaine, et donc démocratique, tant qu'on peut, ou tant que ça se peut, pour que les différences ne soient pas exhibées ni exacerbées. Moi, je portais une blouse quand j'étais petite pour qu'on ne voit pas nos origines sociales. C'est fini tout ça, mais mon père m'expliquait bien que comme ça, on ne ferait pas de différence dans la façon d'être habillé, ou on ne pourrait pas faire la différence d'origine. Donc cette école a été conçue comme ça. Donc les professeurs, j'ai l'impression, ne veulent pas aborder ce piège qui serait: est-ce que je m'occupe de cette affaire entre les filles et les garçons où il y aurait de l'inégalité? Parce que c'est un piège, à ce moment-là, ils vont faire de la différence ou au contraire faire du neutre. Donc personne n'en parle. Mais les profs de PS, ils sont obligés.
Ils sont obligés pour une raison, moi je l'ai observé en ayant des enfants, c'est qu'en 6e on fait le PS ensemble, en 5e on le fait plus ensemble. Enfin, ils bricolent, donc non seulement ce sont des philosophes, mais ce sont aussi ceux qui doivent, de façon très pratique, trouver des solutions au coup par coup, suivant chaque année, et d'une activité à l'autre. On les met ensemble, pas ensemble, on les sépare, on leur laisse le choix, parce qu'il faut se toucher quand on fait du sport. Donc on touche le corps de l'autre comment quand on a 13 ans? Que les femmes soient une monnaie d'échange, c'est ce que moi je raconte comme philosophe par ailleurs, et bien au-delà de la question du sport, c'est que c'est pas parce qu'une femme devient sujet qu'elle cesse d'être un objet. C'est-à-dire que, je ne sais pas, n'importe quel exemple, on va mettre des femmes dans les candidatures politiques, c'est aussi une monnaie d'échange entre les partis politiques. Donc les femmes sont une monnaie d'échange, pas seulement par le corps, elles le sont aussi parce qu'elles sont des femmes. Donc la question de l'érotisation, de l'objet d'échange, de la monnaie d'échange, est une question qui est pour moi globale. Alors elle est plus ou moins physique, elle est plus ou moins sexuelle, mais elle rétablit toujours la séparation et la hiérarchie entre les deux sexes. Donc il y a le spectacle, ce qui est évidemment rendu visible et célébré, le corps jeune, sain, désirable. Mais il y a aussi l'envers du décor, il y a ces corps abîmés des sportifs de haut niveau qui atteignent un certain âge, et on ne montre pas ces corps abîmés. Il y a pour les femmes aussi des risques spécifiques. On parle de la triade de l'athlète féminine, le problème des désordres alimentaires, des aménorrhées définitives, de l'ostéoporose. Donc ça aussi, ce sont des problèmes de santé, on pourrait qualifier de santé publique finalement, qui sont très peu abordés dans la question sportive. Très peu, et très violents. Et très violents. Et ce sont des problèmes très très violents. Oui. La question de savoir si on pourra avoir des enfants après avoir été une sportive de haut niveau est une vraie question. Globalement, le sport de haut niveau est une marchandise aussi, tout court. Alors, il peut y avoir simplement une violence, soit pas la même violence, soit une violence plus grande à l'encontre des femmes. Oui, puis la marchandisation, ce n'est pas simplement une relation de type commercial. C'est vrai que le commerce l'investit. C'est aussi le corps réduit à ne s'inscrire que dans une relation fixée par des profits. Même, je prends l'exemple en Allemagne de l'Est de ces femmes dont on provoquait une gestation pour autrui. Donc on provoquait finalement une grossesse pour qu'elles aient un certain nombre d'indicateurs ou une montée de globules rouges qui leur permettait finalement d'être plus performantes. Ça fait monter beaucoup de choses positives dans un corps de femme, bien entendu. Donc ici, le corps est véritablement instrumentalisé. Non, mais alors c'est plus qu'instrumentalisé, c'est-à-dire que là, on passe de la marchandisation. C'est la dimension exploitation, voire... enfin, pour moi, c'est... Parce que il faudrait vraiment distinguer tous les niveaux où on peut se servir du corps des femmes à des fins qui sont autres que... Là, on ne va pas faire du Kant, mais qui sont autres que la finalité de la personne elle-même. Donc ça, on trouverait... Il y a des degrés et des choses très, très multiples. Là, ce dont on parle, ça s'appelle presser le citron. Et après, on jette l'écorce, parce qu'il fallait faire avorter ses filles ensuite. Donc ce n'était pas des gestations qui allaient jusqu'au bout, puisque c'était juste pour qu'elles soient en état de. Donc ça, c'est de la destruction, c'est même plus de la marchandisation. Donc, moi, je tiens beaucoup à ce que, dès qu'on parle du rapport femme-commerce, ou monnaie d'échange, moyen d'échange, objet d'échange, on distingue toutes les possibilités que l'humanité se donne pour transformer les femmes en objets. La question du sexe et du genre. Ah oui. Le sexe qui s'enracine, entre guillemets, dans la biologie, et le genre qui est une donnée de nature beaucoup plus culturelle et sociale, construite. Alors, oui. Par rapport au sport, essayons de par rapport à la question du sport, ces deux catégories. Par rapport à cette opposition, disons, nature-culture, sexe-genre, moi, j'ai des réticences de vocabulaire et surtout de modèles explicatifs. Je ne suis pas sûre qu'il faille réduire cette opposition à nature-culture. Mais une fois que j'ai dit cela, j'en viens à la question du sport. La question, c'est qu'aujourd'hui,
toutes les découvertes de la biologie vont dans le sens de montrer que ce n'est pas si simple d'établir la frontière entre les deux sexes. Il y a de nombreux travaux de biologistes qui montrent à quel point il y a comme une sorte d'arc-en-ciel, ou en tout cas de continuum, entre la position la plus identifiée comme homme et la position la plus identifiée comme femme, du point de vue biologique. Donc, à partir de là, il y avait même Anne Fausto Sterling, une américaine, qui a parlé il y a 20 ans de 5 sexes. C'était de la provocation, mais c'était pour dire c'est plus compliqué que ça, on ne sait pas où est la frontière. Et c'est très important de mettre en avant ces acquis tout à fait scientifiques, parce que ça rencontre directement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir qu'on aurait, à cause de l'évidence empirique, non pas à cause de la nature, je dis bien à cause de l'évidence empirique, séparer les filles et les garçons pour la pratique sportive jusqu'à la pratique de haut niveau. Si on n'est plus... alors ça pose deux problèmes. Ça renvoie au problème de la pratique sportive elle-même, et quand c'est de la compétition, est-ce qu'on mélange donc les corps? Moi je prends le mot mélange parce que c'est le mot philosophique pour dire mixité. Hein, c'est le mélange. Est-ce qu'on mélange les sexes? Parce que finalement... le curseur la frontière n'est pas claire. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, qui est celui des institutions qui cherchent à identifier ceux qui ne seraient pas au bon endroit quand ils ont une pratique sportive, avec les fameux tests de féminité, et où alors là, la question qui est posée, si j'ai bien compris, les textes de féminité ne sont plus les mêmes hier qu'aujourd'hui. Donc, où vont-ils trouver la bonne place du curseur pour dire ça c'est féminin ou ça n'est pas féminin? Il semble que ça soit nettement plus compliqué que ce qu'on croyait. Donc à partir de là, donc vous voyez, il y a ces deux problèmes. Est-ce qu'on rend mixte les sports, et est-ce qu'on prend à bras le corps la question qui est de la difficulté à identifier clairement un certain nombre de personnes, et dans ce cas, est-ce que le sport s'ouvre à une réflexion sur cette difficulté, mais qui pourrait aussi être vécue comme quelque chose qui donnerait de la liberté, souvent en dehors de la question du sport. Ces recherches scientifiques permettent de dire alors arrêtons d'être comme ça renvoyé à notre identité de sexe quand on peut être un peu n'importe quel genre, quoi. Et ça dans pose la un société. problème. Oui, la façon dont vous posez ce choix, enfin cette alternative entre d'un côté faire sauter au fond les catégories sexuées C'est la question qui est posée. Et de l'autre au cas par cas. Comment déterminer tout cela? C'est pas très facile. Oui, parce que effectivement, expliquez-nous. Je ne peux pas vous expliquer car je n'ai ni la compétence ni la responsabilité du monde sportif. Mais comme nous venons juste de parler du vêtement, et que j'ai tenté de dire que ces débats sur le vêtement, que ce soit celui du foulard d'un côté ou de la jupette de l'autre, c'est à chaque fois un marquage sexué. Donc, moi, c'est ça qui m'importe. Donc, c'est pas seulement la question de la religion d'un côté et puis de l'érotisme débridé de l'autre, qu'il faudra absolument maintenir tout le temps, pour y gagner des tas de choses différentes, diverses et variées. Mais c'est parce que moi, j'ai été très frappée, il y a de ça déjà quand même pas mal de temps, que le foulard est revenu dans un débat Occident, anciens pays coloniaux notamment, au moment où tout le monde commençait à porter le jean, quoi. C'est-à-dire au moment où l'unisexe... Moi, je n'avais pas le droit de porter des pantalons en dehors de l'hiver au lycée où j'étais. Donc, en l'espace d'une génération, le jean est devenu éventuellement même un uniforme ou même un costume de ville, etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait du remarquage sexué. Dans le sport, moi, je suis frappée quand même de cette envie de marquer les sexes au moment où précisément des questions complexes nous adviennent et sont pertinentes et sont intéressantes. Et là, vous avez d'ailleurs un cas très intéressant, qui est le cas d'une sportive transgenre, Caster Semenya, qui a été championne du monde, qui est sud-africaine, qui a été championne du monde de 800 mètres,
et qui a été soupçonnée d'être un homme. Elle a donc fait l'objet d'une interdiction jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'elle était effectivement une femme. Donc il y a l'exemple même ici d'une athlète qui intègre l'hésitation dont vous parliez. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans les siècles précédents? On se déguisait en l'autre sexe. Aujourd'hui, comme le corps est apparent, on ne se déguise pas dans l'autre sexe. Mais c'est quand même une question qui est ancienne. C'est-à-dire comment des femmes ont pu aller guerroyer sous des habits d'hommes sans qu'on sache. Enfin, Shakespeare en est plein, Bradamante. Enfin, on peut avoir beaucoup de références où les femmes prenaient l'apparence de l'autre sexe et personne. Et ça pouvait durer des décennies. Donc, si on a vécu ça jadis, la question est transposée maintenant de manière très, très matérielle dans le corps. Là, vous avez d'ailleurs un autre exemple, qui est l'exemple d'Erika Schinegger, descente de ski, skieuse qui s'est avérée finalement être un homme. Donc on s'aperçoit qu'il y a toujours cette... Mais le c'est avéré, quand vous employez l'expression c'est avéré, la question que moi, de ce que mon ignorance a compris, c'est que les curseurs scientifiques sont mobiles. Donc la décision de c'est un homme, c'est une femme, il y a 10 ans ou aujourd'hui, ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc on est là devant quand même un espace de questionnement. Mais comme le sport a été construit sur la dualité sexuée, et pour de bonnes raisons aussi, puisque c'est les corps et pas les esprits, enfin je reviens sur mon cartésianisme de base, oui, c'est ça, c'est-à-dire entre l'appartenance objective à un sexe et déjà se reconnaître dans une sexualité, entre guillemets. Alors ça, c'est une autre affaire, parce que vous pourriez... parce que là, à ce moment-là, la sexualité est une chose, l'appartenance à un sexe une autre, j'ai envie de dire. Ça, c'est l'héritage freudien, de ce point de vue-là, nous est fort utile. C'est ce que j'appelle dissocier les êtres des qualités, quoi. C'est-à-dire vous pouvez être identifié comme sexe féminin et en fait être... complètement un homme en vous, et y compris, je veux dire, sexuellement ou imaginairement. Enfin, je veux dire, tout ça est quand même brassé depuis longtemps. Ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'était pas, c'était la question biologique. Donc, de ce point de vue-là, elle est pertinente, mais extrêmement compliquée. Parce que si vous mettez des hommes et des femmes à la tête d'une entreprise ou pour faire une course, ou pour être à l'Assemblée nationale, on n'aura pas de souci. On pourra de façon sexiste s'amuser si une députée met une robe de couleur. Voilà, tout ça, on est dans le superfétatoire, hein, même s'il est violent, comme misogynie ou sexisme, etc. Mais là, on est au cœur même de la pratique. C'est que la question de la différenciation sexuelle que nous abordons, elle montre à la fois la difficulté presque conceptuelle. Elle pose aussi le problème, quand on parle de différenciation, se pose le problème de l'indifférenciation. Il y a une image ici qui est quand même assez significative. Il y a deux athlètes, une femme et un homme, qui physiquement sont extrêmement proches, deltoïdes, etc. Est-ce que pour vous, ça, c'est une sorte de caricature liée à l'évolution d'un sport spectacle, un sport qui instrumentalise les corps, ou bien c'est une perspective qui vous semble s'inscrire dans le processus historique dont on parlait tout à l'heure? Non, oui, mais c'est ce que je disais à l'instant, parce que les corps sont dénudés. C'est-à-dire, si vous prenez les corps habillés dans la rue, moi je fais de temps en temps l'expérience de me dire, je l'habille autrement, mais c'est un visage d'homme, ça. Alors que c'est toutes les apparences d'une femme, d'un certain âge, même qui a déjà une corpulence liée au fait qu'elle serait une femme plutôt qu'un homme, car les corpulences masculines et féminines sont genrées aussi. Hein, quand on regarde dans le métro, c'est assez marrant. Parce que finalement, pourquoi les corpulences dans le vieillissement seraient genrées ou pas? Donc, c'est le fait d'être dénudé de choses. Mais depuis 200 ans, on a eu tellement peur que les femmes deviennent des hommes si elles s'émancipaient. Que ça soit l'enseignement de la philosophie ou l'exercice de la médecine ou un métier technique ou je ne sais pas, conducteur de travaux, etc. Ou même, on a menuisier, je sais pas quoi. On a toujours tellement peur de l'effacement de la différence des sexes. Ça, c'est la peur du démocrate. J'appelle ça la peur existentielle du démocrate. Elle est absolument formalisée
au lendemain de la Révolution française. Et simplement, ce qui est très intéressant, c'est elle se joue au XXIe siècle sur la question du sport. Comme étant et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé, enfin depuis longtemps intéressé cette question-là, autant que le politique, parce que c'est sûr qu'on va en débattre dans les années qui viennent, de manière essentielle au regard de la question de l'égalité des sexes et de l'émancipation. C'est sûr et certain. Voilà, vous avez une image très étonnante, qui est Caroline Wang, qui est culturiste, championne d'Autriche de bodybuilding. Là, vous avez une sorte de simulacre. Oui, mais là, vous continuez. Une femme dans un corps d'homme. Une femme dans un corps d'homme. Bon, une femme dans un corps d'homme, vous l'avez dit. Si vous voulez le dire comme ça, moi je suis d'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas pour dire tout ça est neutre, on supprime les sexes, etc. Vous dites ça comme ça, mais pourquoi pas? En revanche, je réinsiste, je vais prendre un autre exemple, sur le fait que plus on posera, à juste titre, la question de la non-frontière, plus l'organisation sociale, politique et institutionnelle nous rappellera qu'il y a bien deux sexes. Et en même temps, je vais prendre un autre exemple que je trouve très intéressant. Donc, quand il y a eu ce débat sur le foulard, je vous expliquais tout à l'heure que ce n'était pas la question de la religion qui me paraissait pertinente, mais la question de l'impossibilité de pouvoir faire certains exercices, donc du sport. J'ai développé à plusieurs reprises cet argument pour dire, moi, si on empêche les filles d'avoir une activité à l'école, ça, je ne suis pas d'accord. Alors, la réponse s'est faite quelques années plus tard, par des habillements, pas par seulement elles peuvent porter le foulard si elles sont sur un tatami, où est le problème, elles peuvent porter le foulard si elles font du foot, ce n'est pas un problème. Mais la question, là encore très matérielle, et on a inventé il y a quelques années ce qu'on appelle le birkini. Et là, j'ai trouvé ça d'un humour féroce incroyable. Parce que ça veut dire quoi? Donc le birkini, c'est un vêtement moulant, mais qui évidemment prend une grande partie du corps. Donc ce n'est justement pas un bikini. Donc clin d'œil au bikini qui montrerait tout, comme ça, nous voit un bikini là. Mais ça serait le birkini qui au contraire cache. Burqa. Mais qui ne va pas, oui, qui est formé avec bikini et burqa, mais qui n'empêchera pas, donc qui répondra à mon objection. Donc je l'ai entendu du fin fond de mon bureau de chercheuse comme une réponse que les grands de ces pays-là me faisaient, à savoir, mais ça ne nous empêchera pas comme ça de faire le même sport, parce qu'on aura à la fois répondu à la question de vêtements qu'on veut, mais en même temps, on ne sera pas empêché de façon matérielle pour exercer tel ou tel sport. Donc, cette histoire du birkini m'a paru remarquable dans ce que ça avait comme langage politique. Hein. C'est oui, il faut que quelque chose soit bien identifié comme féminin. Donc, chez nous, c'est en cachant le corps. Oui, c'est bien une femme, mais elle peut quand même accéder à des processus d'égalité. Donc, vous voyez, il faut opposer. Ce que j'ai voulu vous répondre, c'est que au moment où nous sommes en train de discuter sur l'effacement potentiel des deux sexes, il faut absolument avoir toujours en tête qu'il se passe, c'est un recto verso. De l'autre côté, l'idée qu'il faut réidentifier tout le temps le sexe féminin, pour ne pas le confondre. C'est l'espace démocratique d'aujourd'hui qui nous vaut cette double... donc, on était bien comme avant, et l'ordre ne va pas changer, mais oui, en même temps, les avancées à la fois politiques et scientifiques bouleversent la donne, changent la donne. Il faut tout de même rappeler qu'il y a des sports qui restent exclusivement féminins, la gymnastique rythmique et sportive, ou la natation synchronisée, et des sports strictement masculins, la lutte gréco-romaine. Donc tout n'est pas encore mêlé, pour reprendre. Mais c'est loin d'être mêlé, puisque vous avez, il y a quelques sports mixtes, hein, donc le fameux patinage artistique. Il y a quelques sports très séparés et quelques sports qui n'existent que pour un sexe. Il y a les trois possibilités. Mais serait-ce un progrès, par exemple, entre guillemets, le mot progrès est un mot ambigu, mais serait-ce un progrès, par exemple, que les hommes participent à
à des compétitions de gymnastique rythmique et sportive ou à la natation synchronisée. Et inversement, ici vous avez une image que les femmes, là c'est de la boxe, mais que les Alors vous posez la question du progrès, moi je ne connais pas ce mot-là. Je veux dire, il existe dans notre langue. je connais le mot égalité. Non, mais ce que je veux dire, je me moque du philosophe. Je vous comprends. Je suis en face de moi, donc, et de tous les philosophes qui l'utiliseraient. Donc, la question n'est pas celle du progrès, la question est celle de faire cesser des impossibilités, donc de rendre possible l'égalité, ça s'appelle l'émancipation. Alors après, l'autre question qu'on pose, c'est est-ce que l'émancipation, c'est le mélange ou pas ? Et franchement, nous n'avons pas la réponse à cette question-là. Moi, je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, très facilement, on va avoir tel groupe ou tel autre qui va dire « mais si, c'est ça la solution ». Enfin bon, on va voir les deux tendances. Gardons la dualité, sinon c'est la fin de la société s'écroule. On le voit pour d'autres débats que celui du sport. Ou mélangeons tout et il n'y aura plus de problème. Je crois que ma circonspection, moi j'aime bien poser toutes les questions avant de donner quelques réponses et je ne sais pas ce qui va se passer autour de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que là, ce qui est montré, c'est une proposition virtuelle ou possible d'égalité. Alors, est-ce que c'est cette égalité qui va avoir lieu, qui va plaire, qui va rester minoritaire, donc qui peut exister comme minoritaire sans être majoritaire. Enfin, le problème là, c'est pour ça que mes lecteurs, pour moi, c'est les mots égalité, liberté, c'est pas le mot progrès. D'autant qu'on sait très très bien, vous comme moi, qu'un progrès peut se retourner en son contraire. Donc, Mais lorsque je vous parle ici de progrès, je pensais simplement, la boxe, comme vous le savez, c'est un sport extrêmement dangereux. Regardez le crâne de la femme, regardez cette femme qui a le visage tuméfié, les effets par exemple sur le cerveau, beaucoup de boxeurs deviennent épileptiques. oui. Est-ce qu'on peut considérer comme ça que ça serait bien que les filles aussi? Non, ce qui serait bien peut-être, c'est de se poser la question sur ce sport avant de savoir si oui. le fait que les femmes puissent y accéder est une bonne chose. Oui, alors vous savez, il y a un très bon exemple qui va dans le sens de ce que vous dites, c'était la question du débat sur le travail de nuit. Est-ce qu'on autorise le travail de nuit pour tout le monde ou bien est-ce qu'on l'interdit pour tout le monde, excepté effectivement les hôpitaux, etc. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait en profiter grâce à l'émancipation des femmes pour mettre en cause des violences. C'est ça que vous voulez dire? Bah oui, bien entendu. Donc il n'y a pas que Millennium, il n'y a pas que le film de cette jeune femme qui veut faire de la boxe, c'est Millennium Baby, non? Très bien. Qui est un film absolument extraordinaire, où là, c'est bien une trajectoire d'émancipation, de liberté, et en plus extrêmement pensée. Enfin, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on parle du corps, mais ça pense, hein, ça pense tout ça. Et donc là, la question que vous posez, c'est est-ce que l'égalité des sexes avançant, certaines choses dans nos sociétés pourraient être mises en cause grâce à cela? Et il y a puisqu'on parle de mixité, on a abordé la question de la mixité, il y a des sports mixtes que sont par exemple la voile, le rallye automobile, l'équitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont toujours d'une certaine manière en rapport avec quelque chose d'extérieur, une sorte de médiation, que ce soit la machine, oui. La voiture, le bateau, ou que ce soit l'animal. Donc il y a quelque chose ici, la mixité est liée à la présence d'une médiation. Ah oui, je trouve ça très intéressant. Oui. Oui, je n'ai jamais réfléchi à ça, mais c'est vrai, c'est absolument. Oui. Comme si du coup, le corps avait moins de visibilité ou moins d'importance et pouvait être plus une fonction qu'une identité, quoi. C'est ça, c'est comme si le corps était vraiment une sorte de dépendance de la machine. Et puis du coup, c'est pas seulement l'identité de la personne qui est en jeu, oui, mais du voilier. On retrouve votre interrogation presque centrale, enfin pivot, à savoir comment fabrique-t-on de l'égalité à partir de la différence sexuelle en particulier. Enfin, toute notre conversation, au fond, tourne autour de cette question. Oui, alors cette question, quand on oppose l'égalité à la différence, cela m'agace. Quand on comprend que l'égalité, elle se joue soit par rapport à la similitude ou semblable, soit par rapport à la différence, je commence à être très intéressée parce que, précisément, on revient à notre point de départ, quand c'est l'égalité face à là où nous sommes des semblables,
quand nous apprenons à lire et à écrire. Et tandis qu'avec le sport, on est nécessairement renvoyé à cette question-là. Donc on ne peut pas l'évacuer simplement. Et peut-être c'est ça le grand... C'est aussi pourquoi cette question parvient aujourd'hui à sa problématisation aussi forte. Il a fallu en passer par beaucoup d'autres étapes d'émancipation pour qu'on puisse poser dans son ampleur cette question-là, il me semble. C'est comme si vous voulez la question de la présence des femmes dans une assemblée politique ne peut pas se poser avant que vous ayez la citoyenneté. Il faut la citoyenneté, on attend 50 ans, on pose la question de savoir si d'électrice on devient éligible et élu. Le sport, c'est comme s'il arrivait après ces questions-là en disant, et maintenant sur le corps, comme on va avoir la question, puisque vous parlez de grossesse, de savoir si on continue à faire les enfants dans le ventre des femmes ou si on les fait ailleurs. Le XXIe siècle va affronter cette question dans sa crudité et sa violence de façon incroyable. Donc peut-être que le sport est à sa place dans les interrogations du XXIe siècle. Et en termes démocratiques, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la valeur démocratique du sport, la question de l'égalité des chances, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des chances dans le sport, étant donné les dispositions physiques, étant donné un certain nombre de choses. Comment penser à la fois l'exigence d'égalité et puis des corps différents, et puis rapporter un sport dont les normes sont bien évidemment la performance, le dépassement. Mais à l'école, c'est pas seulement la performance, le sport. Je dirais même l'avantage de l'EPS, c'est que, contrairement à certaines disciplines où des professeurs peuvent oublier, disons, l'aspect ludique ou l'aspect jouissif de l'apprentissage d'un savoir, hein, et où ne compte plus que la performance, je dirais que dans le sport, il y a nécessairement plusieurs autres dimensions que celle de la performance qui sont offertes aux enfants. Donc, encore une fois, je considère que... Et je dirais même que, pour me souvenir que dans mon enfance, la performance sportive des uns et des autres avait un petit peu trop d'importance à mes yeux, on pourrait dire qu'on peut essayer de penser à l'envers et de savoir que si on enlève l'aspect tournoi, l'aspect qui est le premier, qui est le meilleur, qui a gagné, le sport est quand même extrêmement ludique. Donc, c'est-à-dire un moment de jouissance de son propre corps. Ce que vous dites est juste. De se sentir bien dans son corps. Donc, tout ça par rapport à la question de l'égalité des chances, ça veut dire que dans tout ce qui est l'apprentissage scolaire et de loisirs dont on aimerait qu'il soit aussi parallèle avec le scolaire, on peut tout à fait aussi imaginer que les adultes qui accompagnent les enfants offrent une donnée aux enfants qui soit beaucoup plus multiforme que la recherche de la performance. À cause du plaisir. À cause du plaisir, Ça pose plusieurs types de questions, mais oui. La première, je pense, c'est une remarque que faisait le sociologue Paul Lyonnais, qui disait que la compétition sportive, ça suppose qu'il y ait des égaux. S'il n'y a pas des égaux, il n'y a pas véritablement de compétition. Or aujourd'hui, au plan international, on sait quelles sont les équipes qui vont gagner. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas du tout d'égalité. Voilà, donc ma question se repose, si vous voulez. L'égalité des chances, c'est aussi non pas que les gens aient tous les mêmes dispositions physiques, mais qu'il y ait au moins des situations de rivaux en situation d'égalité, en situation de compétition. Mais ça, c'est le problème de l'ensemble de l'école. Ça commence avec l'école. Pour ça que je reviens sans cesse à l'école. Et on sait très bien que l'école n'est pas égalitaire, on sait très bien que... Oui, mais le qui va gagner dont vous parlez tout à l'heure, c'est une idéologie très, très dangereuse. Mais moi, je pense qu'elle est surtout extrêmement restrictive. C'est pour ça que je rappelais que je n'ai pas aimé cela dans mon enfance, où le sport était ramené à la performance et au meilleur, alors que je maintiens que c'est... on peut faire du sport comme d'autres apprentissages, quelque chose d'autre. Donc, je veux dire, on a parlé longuement là du sport de haut niveau, mais enfin le sport, c'est pas seulement le sport de haut niveau, c'est mens sana in corpore sano, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de dimensions, et la santé, le bien-être, tout ce qu'on veut, le partage avec les autres corps, etc., etc. Mais bien sûr que l'inégalité sociale et mondiale existe. Là, moi, je ne parle que de ce que j'ai un tout petit peu réfléchi, à savoir la possibilité que le sport soit un lieu d'émancipation à travers la problématique de l'égalité des sexes. Mais que
les chances soient foncièrement inégales en permanence. Et ce n'est pas les exceptions qui nous feront oublier que la règle, c'est l'inégalité. Ce n'est pas celui qui arrive à courir avec des jambes artificielles, avec les coureurs normaux, qui nous fera croire que ça a été l'idéologie qu'on sert à tout point de vue et dans tous les lieux de la société sur puisqu'il y en a un qui peut le faire, pourquoi pas tous? Alors que non, pas tous, parce que les conditions ne sont absolument pas données à tous. Mais donc il y a bien évidemment une minorité, c'est le sport de haut niveau, et la grande masse de ceux qui font du sport au quotidien ou un sport ludique ou d'amusement. Mais les normes, elles sont imposées la performance. Par la performance. Et cela ne se fait-il pas au dépend de l'accomplissement de soi? Je pense que j'aime pas beaucoup faire du féminin et du masculin, mais les femmes n'ayant pas été associées à la performance sportive, elles sont vraiment plus cool avec ça. C'est-à-dire que... ah bon? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une adhésion au modèle de la performance qui est quand même plus douteux, enfin moins certain. Donc voilà, c'est pas pour ça que, enfin, j'en fais pas une qualité substantielle, essentielle, etc. J'en fais plutôt un attribut qui est lié à notre histoire, donc un héritage historique, qui est que moi, ça m'a jamais ça m'a agacée profondément comme petite fille, mais vraiment même révoltée. Et en même temps, ça ne m'a pas empêché de m'approprier le sport comme du plaisir. Mais c'est vrai aussi qu'on est dans un débat beaucoup plus général. C'est la difficulté dans nos sociétés de penser à la fois une exigence égalitaire, donc démocratique, et en même temps un élitisme républicain. Notre société pense très difficilement cette... Sûrement. Et le sport en est une sorte d'illustration. Sûrement, bien sûr. Nous avons là une sorte de vision pour l'instant assez dure quand même de cette réalité sportive qui est à la mesure de la réalité sociale. Pourquoi le sport serait-il une exception? Il y a heureusement tout de même des corps, par exemple, comme ceux que nous voyons, c'est-à-dire des corps joyeux, un peu comme vous à bicyclette, la photo du début, c'est-à-dire quelque chose quand même qui nous réconcilie avec le corps, le jeu, et ici il y a à l'évidence une sorte de plaisir partagé. Mais ça, là, c'est le plaisir du corps. C'est le plaisir du corps, c'est-à-dire on était effectivement, il y a sport et corps. Bon, là, enfin, la frontière, elle n'existe pas, mais en même temps, le sport correspond quand même à une discipline. Hein. Bien sûr, tous les exercices physiques pourraient être convoqués, et le corps est mis en jeu de multiples façons. Et même pour reprendre le vélo, qui me paraît être un bon exemple, parce que c'est aussi un moyen de transport, et pas seulement un sport. Moi, je regarde les visages des cyclistes dans Paris. Puisque moi-même, je fais du vélo dans Paris, je regarde aussi beaucoup, si je suis une fois à l'arrêt de bus ou piéton, je regarde quelle tête ont les cyclistes, le cycliste parisien. C'est absolument passionnant. Parce que c'est le sport, c'est le transport, c'est le souci, en même temps c'est l'effort, il y a tout en même temps. C'est très très beau.